on va rentrer un peu dans le détail de l'order flow et puis, j'ai préparé un petit PPT comme d'hab là, un peu, pour, Ouais, expliquer, avant de rentrer en fait dans le détail de l'order flow, en fait, je voulais expliquer un peu le parcours que j'ai eu pour arriver jusque-là. Parce que je pense que c'est aussi ça peut être important pour les gens qui découvrent, le trading ou qui sont encore en train de se chercher, de voir que, bah, oui, on tombe pas, dans l'order flow dès le départ et souvent on passe par des étapes et voilà, je voulais expliquer, rapidement un peu le parcours et puis après on va parler un peu d'order flow, ouais. On va pas parler de OK, ça DCA roule. pour quand avec moi, hein. Bah, écoute, je vais te partager mon écran alors qu'on hop, Vas-y. voilà, normalement c'est bon. Tu vois mon écran là? Ouais, c'est bon. Ouais. Eh bah, bonjour tout le monde. Donc, là, comme j'étais en train de dire, je vais vous expliquer un peu le parcours que j'ai eu avant d'arriver dans l'order flow. Ce parcours, il a duré à peu près 3 ans, où je suis passé un peu dans plusieurs étapes et qui aujourd'hui, même dans l'order flow, m'aide encore un petit peu. Donc voilà, donc j'ai commencé, c'était en 2018, bon, à peu près, ouais, en 2018 où, j'ai commencé par, la crypto et en fait, la première chose que j'ai appris, en fait, c'était les vagues d'Elliott qui m'a permis d'avoir un peu une compréhension de la structure de marché, d'accord? Avec les vagues d'Elliott, vous connaissez pas, c'est les vagues, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, avec les corrections, ces choses-là, où on va travailler, on va faire pas mal de chartisme avec, les drapeaux ascendants, voilà, les triangles de compression, voilà, ces choses comme ça là. Voilà, j'ai commencé par ça, ça permettait, voilà, tout ce que compréhension des cycles, hein, des cycles haussiers, des corrections, des cycles baissiers, des corrections, des choses comme ça et j'utilisais ça pour faire de la macro, repérer un peu les phases d'impulsion et de correction, tout simplement, d'un marché. Après donc automatiquement quand on parle de vague d'Elliott et ben, on parle de Fibonacci donc pour avoir le retracement de la jambe 2 par rapport à la jambe 1 qui doit être plus petite et plus grande que la jambe 4, bon bref, c'est tout un schmilblick. Donc on utilise les retracements Fibonacci et les extensions de Fibonacci. Donc ça m'a permis de pouvoir ajuster un peu les niveaux où il aurait pu avoir un retracement entre la jambe 1, où est-ce que la jambe 1, jusqu'où elle pouvait retracer. Donc on a les 50%, il me semble que c'est les 23, les 0,23 et les 0, je sais plus combien, 0,38 je crois. Donc voilà, utilisé en conjointement avec les vagues d'Elliott pour cibler les points d'entrée pour les continuations de tendance. Et donc on utilisait, des ratios. Donc, voilà, donc j'ai utilisé tous ces outils au début je tradais sur le bitcoin, hein, et après je suis rentré sur, les marchés, en CFD où j'ai continué à appliquer ces choses-là. Bon, ça n'a pas toujours fonctionné après j'ai continué. Donc après, sur quoi je suis passé? Notre ami ICT, d'accord. Donc l'ICT, donc voilà, je recherche de liquidité, les zones order block, les breaker block, voilà, tous les trucs comme ça. Bon, j'ai commencé à me lancer là-dedans, j'ai passé presque 1 an là-dedans et ouais, ça m'a donné un peu mal au crâne parce que, je me retrouvais des fois dans des situations alors j'avais toujours un peu toujours dans ma tête, hein, parce que tout ce que j'ai appris, je le garde, mes vagues d'Elliott et tout ça et on allait chercher après, avec l'approche ICT, une approche plus institutionnelle, les concepts de liquidité, les zones de déséquilibre, voilà, toutes ces choses-là. Sauf que le problème, c'est que des fois, je me retrouvais dans un order block, par exemple, je vais un exemple, un order block 15 minutes à l'achat, mais sauf que c'était un breaker block à la vente sur un 4 heures et puis, en fait, je savais pas quoi faire. Donc, c'était un peu du pile ou face, j'achète, ah bah, j'avais raison, c'était mon 15 minutes, c'était bien un order block, ah bah, non, j'ai tort, bah, il fallait prendre sur le breaker block du 4 heures, bah, bref. Donc, je me suis un peu perdu, j'ai perdu un peu du temps là-dedans à essayer de comprendre ces choses-là et voilà. Donc et de là, en fait, je me suis dit je suis toujours parti sur mon idée de vague d'Elliott, hein, j'étais persuadé que ça fonctionnait. Bon, on va dire que ça fonctionne, hein, mais je savais qu'il me manquait quelque chose pour pouvoir prendre mon déclencheur, de trade. Parce que, avoir une bougie blanche ou une bougie baissière ou une bougie haussière, ben, c'est bien beau, mais on sait jamais ce qu'il y a à l'intérieur et c'est là où j'ai commencé à comprendre les futurs et où j'ai compris que là, on pouvait travailler avec les volumes ou des choses comme ça qu'on pouvait pas du tout en CFD. Et c'est là que j'ai switché, que je suis passé en futur. Et j'ai gardé un peu le même concept. Et puis je me suis dit, tiens, quand on revient dans un retracement Fibo ou dans la vague 5 ou la vague 4 ou des choses comme ça, eh ben pourquoi pas aller chercher
ben, un signal grâce à ça. Et donc je suis parti sur l'order flow. C'est là où j'ai commencé à mettre, le pied dedans et là, c'est pareil, je comprends les gens qui démarrent, dans l'order flow. J'ai commencé pareil, j'ai jamais pris de formation à personne et j'ai toujours voulu apprendre par moi-même, suite à des mauvaises expériences de formation YouTube, qui avaient rien à voir avec la finance, mais bref. Donc là, je me suis lancé dans l'order flow. Bon, en fin de compte, quand on réfléchit bien, qu'on prend un peu de recul, order flow, c'est pas si compliqué que ça. OK, donc c'est un carnet d'ordre, on peut utiliser le DOM, le footprint, tout ce qui est, VWAP, hein, parce qu'on là maintenant on a des vrais volumes. On va, avoir tout ce qui est le market profile, donc voilà, des choses comme ça. Le but de l'order flow, c'est quoi? Il faut reprendre un peu de recul. Le but, c'est de se dire: «OK, qui est qui a la main en ce moment?» OK? C'est comme, au poker, hein, ou à un bras de fer, qui est-ce qui a l'avantage sur l'autre? Bah, si on voit que les acheteurs, par exemple, ont l'avantage, sur les vendeurs, on va vouloir acheter et vice versa. Si après c'est les vendeurs qui ont la main sur les acheteurs, et ben, on va vendre. OK, bon ça, on avait compris le principe, c'était cool. Comment on va déterminer si un acheteur a la main ou si un vendeur a la main? Bah, par exemple, au carnet, on peut voir des choses comme, on va entendre parler d'absorption, on va entendre parler d'agression acheteuse, d'agression vendeuse. Quand on va regarder un footprint, beh, ça va être des imbalances, d'accord? Moi, de toute façon, moi, je vulgarise tout le temps, hein, donc moi, tout ce qui est imbalance haussière, imbalance baissière, en fait, pour moi, c'est agression acheteuse, agression vendeuse. Voilà, donc effectivement, on peut travailler avec l'order flow comme ça. J'ai travaillé pendant, 1 an et demi comme ça à 100 order flow, j'avais des écrans, il y avait que des carnets. Alors on m'avait conseillé de commencer par, des carnets lourds. Donc je suis parti, dans les bons. Donc je faisais ZB, ZN, UB, voilà tous ces avec le S à côté. Donc je faisais un peu des corrélations de marché et j'allais chercher ça, j'allais chercher des absorptions, j'allais chercher des trucs comme ça, avec des carnets très lourds. Pourquoi? Parce que, ben, un carnet lourd, pour faire simple, c'est un carnet où il y a beaucoup de volume d'échange. Et en fait, pour voir, un déséquilibre, bah, en fait, c'est plus simple quand vous voyez, 3 000 contre 5 000. C'est beaucoup plus simple que 3 contre 5. Voilà, c'est simplement ça, c'est juste visuel. C'est beaucoup plus facile de voir un déséquilibre quand le marché est lourd. Donc, bah, j'ai commencé à faire de l'order flow 100 carnet comme ça, sur les carnets, en order flow, sur les bons et puis ensuite, ben, petit à petit, bon, j'avais compris le ZN, j'avais compris le ZB, bon, j'ai profité du Antique et puis après, j'ai dit: «Bon, il faudrait, un truc quand même un peu plus volatile». Je suis passé par la case UB et puis toujours en envie de volatilité, hein, parce que je pense que c'est pour ça qu'il y en a énormément qui sont sur le Nasdaq parce que, ben, quand vous rentrez correctement, que vous n'avez pas de TP et que le Nasdaq en quelques secondes, il vous fait, 20-30 points, c'est top. Donc on est tous à la recherche de volatilité et de gains faciles, rapidement. Donc je cherchais toujours de la volat et donc je suis arrivé, je me suis dit: «Bon, le carnet le plus lourd, dans les indices, qu'on pourrait trader l'order flow, au carnet, ben, c'est le S. Donc, je suis arrivé sur le S et sur le S, et ben, c'est pareil, je tradais 100 en order flow. J'avais un petit graphique, 1 minute ou 5 minutes et puis, et je tradais, je prenais des achats, des ventes, des achats, des ventes et en fait, quand on faisait les totaux à la fin de, du mois, du trimestre, du semestre, de l'année, bah, mine de rien, ouais, je faisais des payout mais derrière je cramais beaucoup parce que, ben, un coup, vous voyez une absorption d'acheteurs, vous achetez, le trade y passe, un quart d'heure après, vous revoyez la même chose, vous prenez, mais alors, petite impulsion, un peu merdique et puis, vous dites: «Ah non, c'est bon, il y a 3 ticks, je vais pas sortir» et puis en fait, compte, vous tapez votre stop ou alors, voilà, exactement encore une fois la même absorption, vous rentrez et bam, il va directement à votre stop et ça, c'est le truc où je me suis cassé la tête pendant beaucoup de temps et j'ai décortiqué tous mes trades. Un petit tips, par exemple, moi, mon journal de bord, j'en ai pas. J'ai pas de journal de bord, journal de trading, je veux dire. J'ai pas de journal de trading, fichier Excel où je marque, voilà, le telle date, j'ai pris un trade à 15h36 sur une absorption acheteuse. On était dans telle configuration, je me suis senti bien, j'ai pris authentique et patati patata. Bon, chacun fait comme il a envie. Moi, personnellement, je trouve ça inutile parce que, revenir 6 mois avant, dans 6 mois, revenir sur ce truc-là, bon, à part vous dire que vous avez pris un trade où vous vous sentez bien, il sert strictement à rien, quoi. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'enregistre toutes mes sessions et en enregistrant toutes vos sessions, en fait, vous avez en plus de voir les trades gagnants et les trades perdants, vous allez pouvoir ressentir, rien qu'à la souris, voir si le mec,
il est un peu stressé ou pas? Est-ce que il descend ses stops? Est-ce qu'il monte ses stops? Est-ce qu'il bouge ses TP? Est-ce qu'il se dit, ouais, quand vous avez certainement dû voir, le trade il part, vous avez un TP à, je sais pas, à 10 ticks, il a 7 ticks, pourtant vous êtes quasiment, entre guillemets, vous avez des confluences qui vous disent que ça va aller à 10 ticks, mais vous êtes vraiment pas sûr de vous, et puis vous êtes en train de descendre, puis en fait, compte, vous vous retrouvez à 5 ticks, il vous prend votre 5 ticks, il fait 20 ticks. Bon, ben voilà, vous allez le voir, et ça, dans un journal de trading, vous n'allez pas le voir. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir retravailler tous vos trades, c'est-à-dire où je suis rentré, pourquoi je suis rentré. Vous allez vraiment voir l'absorption, est-ce qu'il y avait vraiment une absorption? Parce qu'entre ce que vous pensez et ce qui se passe réellement, des fois, il y a des différences, parce que vous avez tellement envie de rentrer dans votre trade que votre cerveau, il va vous dire: «Mais si, regarde la super absorption, regarde l'agression des acheteurs et patati patata», et il va vouloir vous faire rentrer. Donc résultat, moi, je me suis retapé toutes mes vidéos, j'ai retravaillé tous les niveaux, et je me suis aperçu que, ben, faire de l'order flow, donc moi, ce que j'appelle faire de l'order flow, c'est augmentation de volume, déséquilibre. C'est-à-dire qu'il me faut une augmentation de volume parce que plus j'ai du volume, bah, plus, mon déséquilibre, bah, sera, visible, et donc automatiquement, dès que j'ai du volume, bah, je vais voir, mon déséquilibre et je vais pouvoir rentrer. Et hem et des fois, je m'apercevais que je prenais des choses, bon, déjà qui n'étaient pas du tout, dans les règles, et effectivement, il y a des fois, je prenais exactement le même setup et ça fonctionnait pas. Et il y en a, ça allait direct au TP, et derrière, j'avais mon stop suiveur et je pouvais, manger un maximum sur mon impulsion, et des fois, c'était direct le stop. Et donc, pendant plusieurs temps, j'ai retravaillé toutes ces vidéos, et j'ai mis, une règle supplémentaire, c'était des niveaux. Vous avez certainement dû entendre, parler, ou entendu, si vous avez regardé, quelques vidéos, sur YouTube, sur ma chaîne là. Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas publié, mais bref. Je parle de niveau statique et de niveau dynamique. C'est-à-dire que maintenant, en fait, j'ai un peu comme une checklist. C'est qu'avant d'aller chercher mon augmentation de volume, aller chercher mon déséquilibre, cliquer et que ça part. Parce qu'en fait, compte, votre marché, il est quasiment tout le temps déséquilibré. Parce qu'en fait, un marché équilibré, ça voudrait dire qu'il y a autant d'acheteurs que de vendeurs. Et ça veut dire que si j'ai 100 acheteurs, j'ai 100 vendeurs. Et le marché, il est équilibré, le marché ne bougerait pas. Sauf qu'aujourd'hui, on le voit bien, sur n'importe quel marché, votre marché, il bouge. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, quand votre marché bouge, ça veut bien dire qu'un coup, c'est les acheteurs qui ont la main, un coup, c'est les vendeurs, un coup, c'est les acheteurs, un coup, c'est les vendeurs. Donc en fait, votre marché, il est toujours déséquilibré. Donc en fait, compte, chercher à trader de l'order flow juste avec comme idée d'aller chercher juste des déséquilibres, et ben, en fait, vous allez vous trouver dans, ce que j'appelle la machine à laver, quoi. C'est-à-dire que vous allez vous faire rincer, quoi. Parce que oui, il y a un trade qui va passer, l'autre il va pas passer, l'autre il va être ABE, lui il va passer, il va être l'autre il va être stoppé, et en fait de compte, quand vous êtes dans une bonne vague, et ben, vous allez faire du PNL, et puis après de l'autre côté, ben, quand vous allez, vous prendre les stops, et ben, vous allez tout cramer. Donc je me suis dit: «OK, bon, j'ai bien compris comment appuyer sur ma détente». OK, la détente, le déséquilibre, le moment où je vais cliquer sur le DOM, ça je sais faire. Ça, cliquer, je sais faire. Par contre, il va falloir que, je change pas cette façon de trader, mais il va falloir que j'analyse autre chose pour, prendre des décisions. Comme j'avais dit la dernière fois là, l'histoire du sniper. Le sniper, quand il se met en position, la première chose qu'il fait, c'est pas de mettre son doigt sur la détente. C'est qu'il va s'installer, il va regarder son environnement, d'accord? Il va regarder si l'humidité, le vent, la distance par rapport à sa cible. Ensuite, quand il aura analysé tout ça, il va, se concentrer, sa respiration, la visée, et ensuite il va appuyer sur la détente. Et en fait, aujourd'hui, avant ça, moi ce que je faisais, c'est me concentrer que sur la détente. Et en fait, déjà d'une, tu prends 50 trades à l'heure, tu payes plus, de frais au broker que de PNL, et puis en fait ça marche pas. Donc je me suis construit une strat où je me suis dit: «OK, il va falloir que je fasse un peu comme le sniper, comment je peux faire avant d'appuyer sur la détente pour, analyser tout ce qu'il y a autour de moi et voir un maximum de confluence avant de rentrer dans mon trade». Donc la méthode, en fait, elle est pas «très compliquée» entre guillemets, mais avant d'arriver sur le point déséquilibre, hein, ce que j'ai mis à droite, augmentation de volume et déséquilibre, c'est ce que je faisais tout le temps avant. Et quand j'ai fait mes analyses de mes différentes, sessions, mais j'ai vu qu'il y avait sur des niveaux ça fonctionnait par rapport aux structures, les flux, tout ça, donc j'ai un peu travaillé là-dessus. J'ai un peu travaillé là-dessus, et c'est là que je me suis aperçu qu'en fin de compte, mon but là, c'était plus d'aller chercher plus de trades gagnants, mais simplement de diminuer les trades perdants que, j'avais au cours de mes sessions.
ces sessions-là, elles ont voilà, c'est-à-dire qu'au lieu de faire 50 trades avec, je veux dire, 30 trades gagnants et 20 trades perdants, moi, ce que je voulais, c'était simplement diminuer mes trades gagnants, mes trades perdants. Donc, ça faisait en tout diminuer tous mes trades. Et comme ça, je pouvais sélectionner, avoir à la fin du mois, à la fin du trimestre, du semestre, avoir un peu plus de PNL. Donc, et puis en fin de compte, en faisant ce tri au niveau de mes mauvais trades, mais en fait, ça, en plus, ça a trié entre guillemets, des trades qui étaient positifs parce que, bah, il y a toujours le côté, il était, toujours le côté, il y a toujours le côté un peu chance où tu cliques et ça part quand même et voilà. Et en fin de compte, quand, j'ai construit toute cette stratégie avant, avec le flux, la structure et les niveaux, et ben, ça m'a permis de supprimer, alors pas totalement, hein, j'ai toujours des trades perdants, hein, mais ça m'a permis de réduire fortement tous mes trades gagnants. Ça m'a réduit aussi quelques trades gagnants qui étaient, certainement, des petits trades de chance. Et en fin de compte, aujourd'hui, je me retrouve à faire, sur 1 heure avec, cette stratégie, on est à quoi? On est à 8 trades à l'heure. Voilà, sachant que j'en fais, 2-3 et c'est fini, la journée est terminée. Bien évidemment, pas chargé comme un ours, hein, on reste, OK scalper, mais on va pas charger à 10 milli. Mais voilà, avec, bien évidemment pas de DCA parce que là, le sniper, il a pas un chargeur illimité, hein, il a 2-3 cartouches et c'est tout, hein, il faut toucher la cible direct. On n'a pas le droit à une seconde chance, mais le but du jeu, c'est d'aller chercher un maximum de confluence pour donner, ben, c'est des stats après, hein, c'est juste des stats pour avoir un maximum de stats de son côté pour, se dire: «Bon, ben, il y a de fortes chances que ce trade aille au moins jusqu'au premier point qui risque de bloquer par rapport à l'order flow». Comme ça permet de déjà sortir du PNL. Moi perso, après, je verrouille, c'est-à-dire BE+1, c'est soit il part, eh ben, tant mieux, soit il revient vers moi, bah, j'ai encaissé du PNL, j'ai pris un BE et si il est encore dans ma zone et qu'il me redonne la possibilité, de re-rentrer dans le marché, bah, évidemment, bah, je vais re-rentrer, je vais remettre mon TP1 au même endroit, il va faire TP1, je remettrai ABE et si c'est le moment qui doit décoller, eh ben, tant mieux pour moi, j'ai mon impulsion, je vais le suivre et derrière, je vais, suivre avec mon stop suiveur. Et puis s'il revient à BE, bah, écoute, hein, ça fait, je sais pas, si ton TP, on va dire, allez, on va être pessimiste, ton TP il a 4 ticks, bah, ça fait 50 balles, plus 50 balles, plus 50 balles et puis à force la journée elle est faite. Hésite pas de me couper Oz, si je vais trop vite, s'il y a des questions. On boit tes paroles. Ah, ça marche, merci. Heu, ouais, parce que je me rends compte que mon PT, on est quasiment au bout, on a fait que 10 minutes, je parle trop vite. Donc ensuite, donc là mon Ah job, bah, on alors va te comme montrer un petit graphe, ouais, voilà. ouais. Donc là, en fait la strat, elle est un peu en entonnoir, si vous voulez. C'est-à-dire que pareil, ça j'en ai pas parlé, je vais en parler maintenant. Un mec qui fait que du carnet avec un petit graphique sur le côté, en règle générale, il a 70-80 du temps ses yeux sur le DOM, d'accord? Sur le carnet et 30 ou 20 sur le graphique. OK. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le marché est tout le temps déséquilibré. Donc oui, des absorptions, vous allez en voir partout. Et là où il va se passer quelque chose, surtout si vous êtes adepte du FOMO, c'est que: «Ah putain, le marché il décolle. Ah bah, il y a tiens une absorption, ça pourrait continuer, ah bah, je vais le prendre». Et là, bim, et là tu te prends une douille, d'accord? Parce que pourquoi? Bah, parce que tu as tout le temps tes yeux sur le DOM et moi, ce que j'ai appris, c'est que, OK, trader du DOM, c'est une très bonne chose, hein, parce que l'order flow pour moi, il y a que ça de vrai, hein. Mais, en fait, le problème, c'est qu'il faut agir l'order flow à des points bien stratégiques. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, en fait, je passe entre 70 et 80 de mon temps sur un graphe. Pour un mec qui fait de l'order flow, bah, ouais, j'ai des graphes, d'accord? Pourquoi? Beh, parce que moi, je vais justement aller chercher les 3 premiers points que j'ai besoin. Tant que je suis pas arrivé sur mon flux, ma structure et mon niveau, ça sert à rien d'aller mettre le doigt sur la détente. Attendez, voilà, travaillez vos graphes. Bon, il y a pas grand chose à travailler, hein, mais travaillez votre graphe, il faut aller chercher le flux, la structure et le niveau. Et là, on se rend compte qu'en fait, on passe quasiment 70 de notre temps à regarder, les graphes, d'accord? Parce que, il y a un market profile et 2 graphes. Il y a, voilà, je passais 70 de mon temps à regarder un graphe et lorsque avec ce graphe, j'aurais analysé un niveau, une zone où potentiellement il y aurait possibilité de faire un achat ou une vente et qu'on commence à arriver à quelques points et ben là, à ce moment-là, en gros, c'est un peu comme le sniper,
il est positionné, il a pris son hygrométrie, il a le vent, il a la distance, il est concentré, il a géré sa respiration, il a l'œil dans la lunette. Maintenant, il n'y a plus qu'à appuyer sur la détente. Et là, moi, ce que je vais faire, c'est que lorsqu'on va arriver dans ma zone qui va m'intéresser pour acheter ou vendre, et ben c'est à ce moment-là que je vais regarder mon DOM. Voilà, parce que c'est, on parlait tout à l'heure, j'entendais juste avant là, on parlait du bookmap. J'ai testé le bookmap, mais en fait le bookmap, c'est trop pervers pour moi. J'y arrive pas parce que quand je démarre le bookmap, il y a mes yeux. C'est un Netflix pendant 3 heures. Hein. Mes yeux ne sont que sur le bookmap. Et le bookmap, c'est quoi? Ben, c'est juste un carnet d'ordre avec les ordres d'achat, les boules là qui montent et qui descendent, l'agression des acheteurs et des vendeurs. Et le problème, c'est qu'en fait, vous êtes immobulé par le DOM et vous allez faire des conneries. Et moi, moi perso, je faisais des conneries. Donc, je dézoome et je vais aller chercher des zones où je vais attendre que mon marché arrive. Alors comme je vous dis, hein, on va pas faire un trade par jour. On arrive à avoir à peu près entre 8 et 10 trades par heure. Donc c'est quand même assez agréable. On n'est pas là à attendre pendant des plombes. Et sachant que 2 voire 3 trades et votre journée elle est terminée. Hein. Donc ça peut aller assez vite. Donc voilà. Donc moi, ça va être ça. Ça va être 70% du temps. En fait, mes yeux ne seront pas sur mon DOM ni sur mon footprint. D'accord. Ça va être vraiment aller chercher des niveaux, voilà, des zones, on va en parler après, des zones qui vont pouvoir m'intéresser. En parlant de flux, hein, on va faire les flux en premier. Donc les flux, en fait, bah, c'est simple. Je regarde juste mon graphique. Et là, je pense que si, sans rentrer dans les détails, je suis sûr que si je donne un graphique comme ça à n'importe qui, et si je lui dis le flux, il est comment, le gars, il va me dire bah, ton flux, j'ai un flux positif, tu vois, j'ai un flux haussier. D'accord. Là-dessus, je pense que voilà, pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour dire qu'on a un flux haussier. Par contre, il existe plusieurs choses. C'est que, ok, j'ai mon flux, ok, je pense qu'on est tous d'accord, notre flux, il est haussier. Par contre, après, on a vu le deuxième point, c'était la structure. Et il va falloir choisir la structure. Okay, comment aller ma structure? Parce qu'on peut très bien avoir un flux haussier avec une structure haussière, mais on peut très bien avoir un flux haussier avec une structure baissière. Alors, comment je vais intervenir là-dedans? Ben, typiquement, quand on va regarder le même graphique que vous venez de voir, hein, maintenant je vous schématise ça juste avec des flèches. Et là, on voit bien, hein, c'est mes histoires de vague d'Elliott, on voit très bien ma structure haussière, une période de retracement, structure haussière, range, cassure de structure, on repart à la hausse. Ça, on le voit très bien, d'accord? Alors, l'avantage de pouvoir voir ça assez facilement, c'est quoi? Ben, c'est que simplement, déjà, vous avez vu que c'est pas des bougies, je vais vous revenir sur la vidéo, la page juste avant, là. C'est pas des bougies classiques. On n'a pas, quand on regarde bien, c'est pas, bah, déjà, c'est pas des bougies japonaises, c'est pas des bougies volume. Concrètement, c'est pas du Renko comme tout le monde connaît, parce que, ben, on voit bien à chaque fois que j'ai une bougie qui ouvre. Attendez, je vais prendre mon petit stylet. On voit bien que quand j'ai une bougie là qui ferme là, Et l'autre sur elle Sierra, démarre toi, hein? là. Ouais, c'est sur Sierra, ouais. Ouais, En OK. fait, on va la bougie qui va ouvrir, elle va ouvrir à la moitié. Pourquoi j'ai préféré prendre ça? On peut très bien le faire avec un graphique 1 minute ou 15 secondes comme on a vu tout à l'heure, ou ce que vous voulez, du 500 volume, ou bref. Moi, j'ai préféré utiliser ça et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le but d'un mec qui fait du scalping, en tout cas en order flow, c'est d'aller chercher des impulsions. Alors, ok, on peut aussi trader dans des ranges, il n'y a aucun problème, mais notre but, c'est d'aller manger du tick. Hein. Donc, comment on peut aller manger du tick? Ben, on a cherché des impulsions. En fait, il y a 3 familles, en gros, hein, de bougies. Vous avez la bougie temporelle, que tout le monde connaît. Vous avez la bougie volume, c'est-à-dire qu'à X volume dans la bougie, elle me crée une nouvelle bougie. Et vous avez l'Orenco, général. D'accord. Le problème de la bougie temporelle, c'est que, ben, par exemple, si vous mettez en 15 secondes et que le. Ouais, tu veux dire quelque chose? Non? Non, non, je Ah, réagissais au ça truc, parce que les marche. gens, enfin, il y a JC et Noé qui disaient Ekinashi Voilà, c'est ça, ouais, sur ça mélange les sur ton Kinaichi et c'est, de sur Renko. Ninja, certains connaîtront ça sous le nom d'Unirenko ou de Ninzarenko. Ouais, ce Voilà. style de calcul-là. Et donc, la bougie temporelle. Ok, c'est bien beau, c'est bien, on prend un 15 secondes, on va dire, en escalpeur, on veut du 15 secondes. Ok, c'est très bien. Mais le problème, c'est que si votre marché il range pendant 5 minutes, bah, vous vous retrouvez avec 20 bougies sur votre graphique, quoi.
Alors, bon, on peut avoir tous des écrans à 49 pouces et des trucs énormes, c'est cool. Mais avoir une vingtaine de bougies qui vous fait ça, si tu veux, moi, perso, ça m'intéresse strictement pas. D'accord? Pareil, je suis en range. On a donc sur Syrah, là, on le voit pas sur cet écran, mais sur Syrah, j'ai un calculateur de nombre de trades par minute, d'accord. Donc bah, quand on voit qu'on est à 3000 trades par minute, par exemple, bah, si je mets des bougies de 500, bah, ça veut dire qu'en une minute, le truc il va me faire 6 bougies, d'accord. Donc encore une fois, je vais me retrouver avec 6 bougies. Et en plus, si il fait un range d'un quart d'heure, bon ben, je vous laisse multiplier, mais voilà, vous vous retrouvez avec un graphique avec plein de bougies, entre guillemets, qui vous sert strictement à rien. Parce que moi, ce graphique-là, moi, à quoi il me sert? C'est ce on a vu juste après. Il va juste à me servir à voir les structures. Ok, là, on est en impulsion. Là, on est en correction. Là, on est en impulsion. Concrètement, ici, hein, je n'ai pas mis le temps, mais ici, par exemple, là, on a peut-être duré 15 minutes. Et cette impulsion-là, elle a peut-être duré 2 minutes. Moi, mon job, c'est d'aller chercher les impulsions. Donc, moi, voir des ranges qui durent pendant 15 minutes, je m'en fous complet. D'accord? Je dis pas que ça va pas m'intéresser pour trader. Mais en tout cas, mes graphiques me servent simplement pour voir les structures de marché et pour voir le flux et la structure. D'accord? Et voir un peu, voilà, et aller travailler mes niveaux. Et en fait, compte, ce Renko, hein, souvent on connaît le Renko, par exemple, si vous prenez un 10 tick, vous avez votre bougie qui est comme ça. Hop, dès qu'elle fait 10 ticks vers le haut, crac, elle vous rouvre une nouvelle bougie, ça fait 10 ticks et patati patata. D'accord? Au résultat, vous avez 20 ticks. Ouais, vous avez fait 26, vous avez deux bougies. Eh ben, avec ce type de bougie, en fait, vous allez avoir la première bougie ben, qui sera identique, d'accord, qui vous fera, donc on a dit des bougies de 10 ticks, 10 ticks. Et lorsqu'elle arrivera au 11e tick, la bougie suivante, en fait, Ekanashi, elle va ouvrir la moitié. Mais la bougie ne fera, sur le graphique, on aura l'impression qu'elle fera que 10 ticks. C'est-à-dire que 10 ticks au-dessus, hop là, votre bougie elle se clôture et elle rouvre une autre bougie. Et encore une fois, c'est juste une question de visuel. C'est que vous avez celui-là ou celui-là, c'est exactement la même chose. On a démarré au même prix et on a été chercher 20 ticks. Sauf que quand vous avez un marché impulsif, vous allez avoir beaucoup plus de briques sur un graphique un peu comme ça, Renko mélangé Kenashi, là. Vous allez voir beaucoup plus ces impulsions. Et ça tombe bien, nous, notre job, comme j'ai dit au début, c'est quoi? C'est pas de trader des ranges. On va prendre nos. Là, nous, notre but, là, ça va être de rentrer ici, hein, bien évidemment. Mais notre but, là, c'est ce graphique-là, il est là pour nous, pour travailler nos structures. Et c'est beaucoup plus simple de regarder un graphique. En gros, je vais appeler ça un graphique où on voit d'impulsion, hein, parce qu'on va voir très peu les ranges et on va voir beaucoup les explosions de marché. Et donc, bah, ça tombe bien, c'est ce que nous, on va vouloir travailler. Donc, moi, je vais travailler qu'avec des graphiques comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non, c'est bon? Nine. Nine. Ok. Donc, le flux, la structure. Et comme je disais tout à l'heure, on peut très bien avoir une structure haussière. Alors, on peut très bien avoir un flux haussier avec une structure haussière. Donc, ça, c'est l'idéal parce que vous savez que ça, c'est la locomotive, c'est le truc qui va exploser tous les niveaux. Et vous pouvez très bien trader avec un flux haussier dans une structure baissière. Et oui, parce qu'en fait, on sait très bien que le marché, il va pas toujours monter, hein. Là, on va prendre cet exemple, hein. On a notre marché qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et voilà, on va faire avec des vagues, hein, parce que sinon, hop, un marché qui monte comme ça, et arrivé à un moment, votre marché, il va faire ça pour peut-être repartir là-bas, d'accord? Donc, concrètement, ça, c'est bien une structure haussière, hein, ok, pas compliqué, loi de dos, on fait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Structure haussière, flux haussier, ça tombe bien là, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un mur qui est devant vous, vous savez que la locomotive, elle peut tout exploser. Par contre, on peut très bien avoir, toujours dans mon flux haussier, bah, une simple correction. On peut très bien avoir une loi de dos qui nous fait des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas, mais pourtant on a un flux haussier. Et ben là, ça va être toi en tant que scalper en te disant, ok, comment j'interviens? Est-ce que, vu que j'ai un flux haussier, est-ce que je traite que des structures haussières? Ou est-ce que je m'adapte et je vais aussi trader les structures baissières, sachant que j'ai un flux haussier? Ça, c'est même avec mes mentorats, ils font comme ils veulent. Mais perso, moi, je vais trader les structures. D'accord? Je vais trader toutes les structures. La seule différence, eh ben, c'est que par rapport à mon management de mon trade, il va être différent. D'accord? Je vais être beaucoup plus agressif dans une structure baissière avec un flux haussier
qu'une structure haussière avec un flux haussier, parce que là, techniquement, je sais que derrière, je veux dire, par exemple, mon stop suiveur, j'ai pas besoin d'être agressif. Normalement, s'il y a des niveaux, il va aller les exploser. C'est là où on va faire des plus hauts de la journée, c'est là où on va péter des ATH, c'est là où on va péter des singles, des niveaux, tout ce que vous voulez. C'est là où on va casser des VWAP monthly ou des choses comme ça. Donc voilà. Donc ça, et à savoir que c'est pas votre flux, d'accord, de la journée qui va renverser votre structure, c'est bien votre structure qui va renverser le flux. C'est-à-dire que là, effectivement, on a un flux haussier, mais si là, mon flux baissier continue à descendre là, donc là, vous avez votre VWAP qui fait ça. Là, on vient de passer en flux baissier. D'accord. Donc en fait, compte, moi, je vais trader les structures. Mais je vais avoir un comportement différent entre une structure dans le sens de mon flux ou une structure à l'inverse de mon flux. Voilà, c'est tout simplement ça. Attends, je regarde l'heure. Ok. J'explique, t'as une demi-heure encore. Tu peux expliquer rapidement la bougie, là, comment elle est calculée? Bah, la bougie, là, comment elle est calculée? C'est-à-dire que, en gros, admettons que cette bougie-là, elle fait, comme mon exemple de tout à l'heure, elle fait 10 ticks. Ouais. D'accord. Elle va faire 10 ticks. Donc dès que, on va prendre sur une bougie haussière qui est déjà haussière, comme ici, là. Elle est 10 ticks, d'accord. Quand elle va ouvrir, bah, quand elle aura passé ses 10 ticks, elle va rouvrir une nouvelle bougie. Sauf que, alors, attends, je vais essayer de. Oh putain, 10 ticks, ça va être chiant. On va prendre une 8 ticks, par exemple. Admettons, elle ouvre à 10, d'accord. Donc 8 ticks, ça fait 2 points. Donc à 12, quand elle va faire un tick au-dessus, elle va m'ouvrir la bougie à 11. Et comme c'est une 8 ticks, elle va me la clôturer à 13. J'ai répondu ou pas? Très simple. et, Vas-y. et pour le renversement, bah, c'est 2 fois la bougie. Ouais. Voilà, donc si vous avez une On appelle bougie, ça l'octet. voilà. Si vous avez une bougie comme là dans l'exemple de 8, bah, il faut 16 ticks. C'est vraiment le principe de l'Unirenko, hein, ou du Ninzarenko Sur un T8? pour le plus connu. Ouais, ouais, ouais. Alors après, peut-être que tu vas venir sur les prises de position un peu plus tard, je pense. Ouais, après on va faire une vidéo, il y a une Comment les, vidéo après. comment les SD2 sont calculés 1,61,8? Alors, je comprends pas 1,61,8. la question. Une SD, c'est une SD, hein, il n'y a pas de Ouais. calcul normalement. Alors sur Syrah, on peut faire des 0,5, des pas. En fait, c'est les pas. Tu sais, c'est en fait D'accord. c'est les écarts types en fait. En fait, Ouais, tu peux faire des écarts types de 0,5 ou de 1. Peut-être ça la question, non? Mais peut-être, 1,68. je sais pas. Parce que Je 1, sais ça me pas. fait penser à Fibonacci, ça. Comment s'appelle la bougie sur Renko? Comment s'appelle la bougie sur Syrah? C'est Renko Flex Inverse. C'est ça la question en rapport du Fibo, oui. Euh, Bah non, mais je comprends pas, Lester. C'est ça la question, oui, en rapport avec le Fibo. Non, les standards déviation n'ont rien à voir avec le Fibonacci, hein. Concrètement, aujourd'hui, le Fibonacci, je l'utilise plus. En fait, ça, c'est Syrah qui calcule tout seul, hein. Tu dois juste lui mettre soit une cotation de 0,5 ou de 1. En fait, il se base par rapport à la VWAP, qui est le volume pondéré. Donc là, par exemple, la source graphique, c'est une daily. Donc c'est le volume pondéré de ta journée Globex. Bon, après, tu fais partir quand tu veux, hein, mais t'es cash ou plutôt Globex. Donc il va calculer le volume pondéré de cette journée-là. Et par rapport à ça, lui, il va te calculer des écarts types. Mais ça n'a rien à voir avec les Fibo. hmm. Bah, quel intérêt c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si tu prends un Renko classique, bah, en fait, tout à l'heure dans l'exemple, on regardait une impulsion de 20 ticks avec des bougies de 10 ticks. Ah, je réponds aux questions en même temps, hein. Les gens ils doivent halluciner parce que je parle tout seul, mais je réponds aux questions. L'avantage de si les gens ils voient pas la question, ils vont être fous. Ouais, en gros, la question c'est quoi la différence? C'est quoi l'avantage de tes Renko par rapport au Renko normal que tout le monde connaît? Eh bien, en fait, tout simplement, c'est que si tu prends des Renko de 10 ticks, ben, quand tu vas avoir Des une boîtes impulsion de 20 pures et ticks, dures. Hmm. hein? C'est des De boîtes quoi? pures et dures, les Renko. Voilà, ça va être. Si tu as 20 ticks, ok, tu as une impulsion de 20 ticks, ben, tu vas avoir 2 briques. Parce que c'est des briques de 10 ticks. Par contre, en configurant une brique de 10 ticks avec ce montage-là,
Et ben pour 20 ticks, tu vas te retrouver avec 3 briques. Parce que moi, ce que j'ai besoin, c'est voir des impulsions. Plus j'ai de briques à la hausse, en fait, c'est assez visible. D'accord? Si j'avais mis, je sais pas, j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu vois, là, ici, il y a 8 briques. D'accord? Bah, concrètement, si tu avais mis un Renko normal, tu n'en aurais que 4. Voilà. Et le Après, on but est que du dans jeu, l'analyse de la structure, les gars. On n'est pas dans ouais, le, ouais, on n'est pas là, encore j'ai dans pas le encore pris de setup. trade, là, hein. Ça, c'est Ouais. vraiment ce que je fais 70% de mon temps, Je hein. pense qu'il y a C'est, aussi, je pense qu'il y a aussi une approche personnelle dans la visualisation du graphique. Ça peut être du Ekinashi, ça peut être n'importe quoi en fait. À partir du moment où bah, tu voilà. détectes bien ton truc. Moi, je sais que j'ai des mentorats qui ont démarré avec ces briques-là. Bon, on en a un qui, aujourd'hui, il a remis d'une minute. Bon, il fait ce qu'il veut, hein, peu importe. En Hmm. fait, si tu veux, le prix concrètement, c'est le même. C'est exactement la même chose. Simplement que si tu prends une bougie japonaise, ben, t'as du bruit en fait. T'as des mèches de partout. Là, l'avantage, tu vois, regarde, t'as quasiment pas de mèches. Et si tu dois donner à un enfant, dire, vas-y, prends-moi un stylo et dis-moi si ça monte ou ça descend. Bah là, avec la loi de Do, tu vois, regarde, c'est facile, hein. Hmm. Ah, ah bah là, papa, ça descend. Ah bah là, ça monte. Tu vois, c'est la simplicité en fait. C'est juste simplifier la vie. Et après, Yes. quand toi tu vois ça, ça te fait structure haussière. Allez, correction, petite structure baissière. Hop, structure haussière. Ah, structure range. Et possiblement structure haussière. À aucun Et moment, si tu as dit tu. que tu rentrais sur le carnet. Ah si, si, moi je rentre au carnet. Ah ouais. Non, Si, si. je pensais pas que tu l'avais dit, que tu en avais Ouais, parlé. ouais, si, si. En fait, là, c'est juste mes graphes de base. Bah, mes bases. C'est les graphes que je vais travailler 70% du temps. Et admettons, par exemple, si j'avais décidé d'avoir un niveau ici, d'accord, pour X raison, j'ai un niveau ici. Bah, dès que je vais voir que mon marché est là-haut, quand il est là-haut, là, imaginons qu'on n'a pas les bougies blanches, là, les briques blanches. Quand mon marché il est là-haut, en aucun cas, je regarde mon DOM. D'accord? Parce que vous savez très bien qu'il va être déséquilibré. C'est très bien que vous allez voir, après, quand vous avez l'œil affûté, vous allez voir des déséquilibres de partout. Et vous allez vous Hmm. retrouver avec cette petite mèche là qui remonte. Oh putain, les acheteurs, ah, j'achète, merde, je me fais trouver. Ah, j'achète, ah, je me fais trouver. Maintenant, t'as décidé que ta zone, elle était là, pour X raisons, comme on a vu, le niveau statique et le niveau dynamique. En aucun cas, dans cette descente, je vais m'amuser à regarder mon DOM parce que je sais que je vais être. Ah, Je tu vas être risque. pollué. Ah ouais, Hmm. tu vas être pollué. Donc je vais attendre que mon marché arrive. Alors je sais pas, admettons mon prix, Amazon elle est là. Allez, quand mon prix va être là, là à ce moment-là, je vais regarder à quel prix il est. Je sais pas, là on voit du 6053, allez à la louche, on va dire 6051 Amazon à 6050. Ben, dès qu'on va arriver aux alentours de 6053, ben, je vais me dire, oh là, je vais regarder mon DOM et je vais regarder ce qui se passe. Et là, je sais qu'on va commencer à arriver dans ma zone. Et quand on va arriver dans ma zone, là, maintenant, je vais chercher ce que j'ai marqué là juste avant. Hop, ici. Là, on va arriver dans cette zone-là. Dans le moment où, comme je dis, j'appuie sur la détente. Là, je vais chercher mon augmentation de volume, mon déséquilibre. Et là, je vais cliquer sur le DOM. Avec mes petites olives. J'ai entendu parler de mes olives. Et donc voilà. Donc en fait, là, c'est 70% de mon temps, je suis ici. Et 30% du temps, je suis là. Alors que si vous regardez dans le passé, ben avant, j'étais quasiment à 100%, allez voir, peut-être 80% du temps ici, parce que je regardais que les augmentations de volume, que les déséquilibres, les absorptions, les sweeps, les balayages, voilà, tous ces trucs-là. Et en fait, ben, vous faites balader, quoi. Vous faites balader, Hmm. vous vous retrouvez à acheter n'importe où, ce que j'appelais tout à l'heure la machine à laver, et vous faites retourner, quoi. Alors que le plus important, eh ben, c'est bien ça. Alors bien évidemment, hein, c'est pas c'est des niveaux, mais des niveaux statiques, des niveaux dynamiques, d'accord? C'est pas des hauts de mèche de 5 minutes ou de 15 minutes. C'est voilà, ça va être du market profile, ça va être à base de VWAP, voilà, ça va être des choses comme ça, parce que nous, notre job, c'est d'aller chercher du volume, d'accord? Premier, quand j'ai réussi à cocher, ok, je connais mon flux, je connais ma structure, je sais où est mon niveau. Maintenant, il me faut une augmentation de volume et un déséquilibre. Et ça, sincèrement, ça, bah, c'est pas le plus compliqué, d'accord? Après, ça dépend Bah, à tu as une quelle heure vous méthode êtes. solide.
Alors, en plus, vous avez mes petites olives pour pouvoir vous aider, mais c'est pas le plus compliqué, ça. Là, comprendre la partie droite, c'est pas la plus compliquée. C'est pas la plus compliquée parce que ce qui est complexe, c'est la volatilité. D'accord? Donc, en fait, après, il suffit juste de trouver votre bon moment de volatilité, par exemple, dans la journée, pour se dire, OK, ben ouais, 15h32, c'est peut-être chaud pour, si vous n'êtes pas habitué, vous lancez le premier jour et se dire: «Allez, vas-y, je vais faire la méthode de Gwen» et alias Papounet et balancer ça à 15h32, ouais, c'est sûr que ça risque de piquer les yeux si vous n'avez jamais vu un DOM et que vous n'avez pas l'habitude de travailler. Donc on peut faire très bien dans des sessions, hein, cette méthode, elle fonctionne du matin, elle fonctionne tout le temps. Moi, j'ai des personnes qui tradent le matin, j'ai des personnes qui travaillent, ils tradent à 18h, 19h. Ça marche tout le temps. Il y en a qui font l'open, enfin, moi je fais l'open. Il y en a qui vont faire 14h30, il n'y a pas de problème. De toute façon, le marché, il y a toujours un flux, il y a toujours une structure, il y a toujours des niveaux. Et nous, on va attendre l'augmentation de volume et le déséquilibre. Et c'est pour ça que souvent, je me brûlais les ailes parce qu'après, qu'est-ce que je faisais? Bah, j'allais sur le Nasdaq. Et sur le Nasdaq, ouais, c'est bien, on peut toujours voir le flux, oui, on peut voir des structures, oui, on peut voir des niveaux, mais l'augmentation de volume, souvent, tu t'assois dessus, quoi. Et quand tu rentres avec une cartouche, sans faire la solution DCA, eh ben, c'est compliqué de prendre un trade sur le Nasdaq. Donc c'est pour ça qu'avec cette méthode, travailler sur le Nasdaq, c'est possible, mais là, par contre, il faut un peu plus d'expérience et il faut déjà bien maîtriser sur le S avant de passer sur le Nasdaq. Parce que je sais qu'il va y avoir des questions, est-ce qu'on peut faire ça sur le Nasdaq? Mais oui, on peut la faire, mais moi, ce que je conseille souvent, c'est prenez le step ES, maîtrisez-la bien sur le S. Et sachez que, ouais, c'est vrai que le Nasdaq, c'est cool parce que c'est explosif. Mais un point sur le Nasdaq, c'est 20 $. Un point sur le S, c'est 50. Alors là, tu es peut-être beaucoup plus, il est peut-être Bah, deux fois plus 3-4 fois lent. plus vol, oui, voilà. Ou alors, il y a plus de vols. Ouais, bah, je crois que j'avais fait des stats. Je crois que le Nasdaq, il fait en moyenne, hein, si je ne dis pas de conneries, je crois que c'est une 2003, je histoire de crois. 200 points par jour. Bah, de volatilité extrême, 200. Et sur le S, on est à peu près à 50, 60, dans ces eaux-là, 80. Voilà. Mmh. Donc, on est à peu près un peu à diviser par deux, quoi. Un peu plus que deux. Mais ce qui est cohérent, vu que un point sur le Nasdaq, c'est 50, c'est 20, et sur le S, c'est 50. Donc, on est un peu plus que deux. Donc, en fait, compte, la volatilité que vous avez de l'autre côté, mais ça vous fait payer moins par point, alors que là, vous avez moins de volatilité, donc plus de volume, automatiquement, parce que c'est un marché lourd, donc plus simple à trouver, à pouvoir rentrer grâce au déséquilibre. Et ben, un point, dire, si vous faites une journée et que vous faites 4, vous rentrez avec 2 mini par exemple, vous faites 4, vraiment pas de bol, hein. Vous faites TP4, TP4 tick BE, TP4 tick BE, TP4 tick, bah, vous allez empocher 200 balles. Voilà. Parce que le premier, il vous paye les frais, le BE+1, il vous paye les frais, et le TP1, bah, il vous encaisse un petit peu, quoi. Voilà. Mais bon, ça a vraiment pas de bol si tu prends 4 trades, 4 TP1, 4 trades à 4 ticks et tu sors à BE, quoi. Bref. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Attends, j'ai pas relu les questions. J'ai vu quelqu'un qui modifie ses paramètres SD du VWAP de S2. Il configure. Ok, bon, peut-être, ouais. Mais en fait, le problème, c'est que là, ça n'a rien à voir, en fait. Bah, attention, je critique pas la personne qui met des SD aux chiffres de Fibonacci, mais en fait, les standards déviations sont par rapport aux écarts types. Donc, les écarts types n'ont jamais, il n'y a jamais eu de rapport avec Fibonacci. Pourquoi tu n'as pas codé un Non, et puis après, c'est vrai indicateur? qu'après ça, là, on rentre dans ce truc-là. Après, on rentre dans la recherche de récurrence systématique, et cetera. Là, on est dans un Ouais. autre truc après. Voilà, Mais ouais. je me Ah, suis toujours méfié, moi, des 97% des trucs comme ça. Je me suis toujours méfié. attends, Très il dit quoi? compliqué Parce que. d'établir des pourcentages là-dessus. C'est très compliqué quand même, hein. Il y a 3% qui peuvent te mettre à l'envers quand même. Donc, Ouais, ok. mais Mais c'est dans le cas où une distribution normale, si la VWAP est orientée dans un sens, il n'est plus dans une distribution normale. Oui, bah après, déjà, ouais, parce que je vois 5F, il parle de distribution, tout ça. Je pense qu'il fait rapport. Moi, quand il me parle de ça, moi, je pense de suite au market profile. Effectivement, derrière, il y a tout le market profile. Donc, est-ce qu'on est dans la VA d'hier? Est-ce qu'on est au-dessus? Est-ce qu'on est en dessous? On est en Open Drive, Open Test Drive, Open Auction. Donc, tout ça, en fait, tout ce que la distribution et tous ces trucs-là, là, ça se trouve là-dedans, en fait, hein. C'est avant de mettre le doigt sur la détente, c'est un peu ce que je disais, mon sniper, le vent, l'humidité, le machin, le truc.
Voilà, tout ça, c'est avant en fait, hein. C'est avant de commencer à appuyer sur la détente. Si tu commences à appuyer sur la détente et dire merde, je suis en distribution normale ou je suis déséquilibré, bah, il est trop tard. Mhm. Voilà. Indicateur d'attention au volume, c'est écrit. Un indicateur. Ouais, ça c'est la loi de Gauss. Ouais, c'est ça, ouais. Pense aux bougies volume. Ouais, j'en ai parlé, Mathieu. Le problème de la bougie volume, c'est que bah, si tu as un range pendant 10 minutes et que tu es à 3000 trades par minute et que tu as mis une bougie volume de 500, eh ben, je te laisse calculer, ça doit faire beaucoup de bougies. Voilà. Moi, mon job, c'est. Bah, ce graphique-là n'est pas là pour collectionner les bougies qui ne bougent pas. En gros, ce job de ce graphique, c'est d'aller chercher à me montrer juste bah, quand le marché il explose en fait. Et quand il explose pas, et ben si là il me reste un quart d'heure ici, moi je m'en fous en fait. Parce que pendant que mon marché bouge pas pendant un quart d'heure, si je suis sur un niveau, si j'avais déterminé par rapport à X niveau que ça c'était une zone d'achat, bah moi quand il trade pendant là s'il passe un quart d'heure, ça me va très bien parce que moi là je suis sur mon DOM. Donc j'ai le DOM et le footprint. Donc là je suis passé, si c'est dans ma zone d'achat, là de toute façon je regarde même plus mon graphe. Donc là je me concentre sur la détente, prêt à appuyer. Par contre, en fait, ce graphe, si tu veux, il est là pour m'aider à construire mes scénarios, en fait. Et avoir un truc ici avec plein de bougies. Ah, tu vois, bon, bref, hein, tu cours un peu le dessin, et puis qu'après ça monte et que ça fait ce range-là. Là, concrètement, je m'en tape le coquillard, quoi. Ça, je m'en tape complet. Et moi, ce qui m'intéresse dans ce type de graphique, c'est les impulsions. C'est tout. Ouais, ça va faire bizarre dans ton replay parce que je lis pas les questions, je réponds qu'aux questions. C'est le principe de replacer les cartes types dans un calcul de chiffre d'or pour capturer les zones de volatilité. Ok, ouais, ouais. Bah, après, à tester, il faut backtester. Moi, perso, je l'ai pas fait, mais faut backtester. Tout ce qui est là, c'est des choses que moi, j'ai déjà backtesté depuis pas mal d'années. Ça fonctionne pour moi, ça fonctionne aussi pour mes petits gars. Donc, ouais, pourquoi Les pas petits gars. tester, hein. En plus, il y a du personnel féminin, donc Ah, pour mes mentorés. Pour mes mentorés, comme ça, pas de jaloux. Mais Et voilà, donc ouais, après, après. pour faire le tour rapidement, succinctement de ce que tu fais, comment ça se passe une fois que tu as cette étape? Tu te mets direct sur le DOM? Tu Yes. te mets Eh sur le ben, footprint? Tu te mets sur quoi? alors, je vais vous montrer la vidéo. Tac, 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 tac. Parce que là, il nous reste 15 minutes. Yes. Ok. Là, admettons, je suis arrivé sur mon niveau, d'accord? Comme on vient de voir là avec tous mes graphiques, tout ça. Là, on va arriver sur mon niveau. Admettons, je sais même plus si je vais vendre ou acheter, je sais plus. Bref, on va arriver sur mon niveau, d'accord? Là, vous fiez pas aux apparences, en fait. C'est pas parce que le graphique footprint est énorme que je vais trader au footprint, en fait. Moi, en fait, mon œil, faut pas se fier. En fait, là, le plus important pour moi, là, ce qui se passe, c'est ici, d'accord? Alors, vous avez connu mes vidéos où j'avais un gros dôme avec tous les trucs dessus, machin, tout ça. Effectivement, je tradais comme ça avant. Et bah, avec l'expérience du mentorat, machin, tout ça, ça m'a fait, entre guillemets, évoluer parce que j'ai une personne qui avait pas beaucoup de place, machin, tout ça. Donc, je lui ai dit, bah, attends, je vais te faire le même dôme que j'ai sur un graphique footprint. Et en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, c'est vraiment pas con. Parce qu'en fait, ce que je faisais avant, j'avais mon footprint et mon DOM à côté. Sauf qu'il y avait il y avait deux fois le prix, il y avait deux volumes profile. Je me suis dit, ouais, c'est un peu con. Puis c'est vrai que des fois, bah, là, l'avantage, c'est que quand il y a le prix sur le footprint, bah, il est sur le DOM aussi, tu vois. Donc, bah, à la rigueur, c'est même plus simple pour le lire, même si on pourrait le faire séparément, il n'y a aucun problème. Mais en fait, il ne faut pas se faire aux apparences là. Mais là, la partie de cet écran qui est super importante, c'est là. C'est ma fameuse olive là. D'accord. Donc là, le plus important, c'est là-dedans. Donc là, on est donc on a vu toute la partie flux, structure, niveau, machin, tout ça. Et maintenant, bah, on va être dans la partie OK. Ben, j'arrive sur un niveau. Et ben, comment je peux faire pour entrer en trade et comment je vais manager mon trade. D'accord. Donc là, je vais vendre. Voilà. OK. On est sur une vente, d'accord. Avec ma fameuse. Voilà, j'ai mes fameuses olives. Voilà, là, j'ai décidé de rentrer à la vente ici. OK. Là, tout ce qui est TP, voilà, vous voyez, moi là, j'ai bougé mon TP. Donc, comme je dis tout le temps, mes TP, mes TP, mes stops et mes stop suiveurs sont jamais mis un peu au pifomètre. Parce qu'en fait, il y a un truc qui est important dans le DOM.
Et c'est ce qu'on appelle l'Inside Print ou le Current Trade chez Sierra, là. Moi, où j'appelle mes olives. C'est pour ça que j'ai placé mes histogrammes là, comme ça de volume, là, parce qu'en fait, après, ça me fait des petites bouboules. Voilà, appeler ça des bouboules, j'appelle ça des olives. Bref. Et c'est ce qui va me faire prendre mes trades, parce que je vais avoir automatiquement, quand vous arrivez sur un niveau et que vous avez une olive là, comme ça, qui vous fait ça. Je pense que vous vous souvenez la première chose là, qui était la colonne de droite, qui était quoi? Augmentation de volume. Elle est validée. D'accord? Maintenant, j'ai plus qu'à chercher mon déséquilibre. Mais ça, comme on a dit tout à l'heure, un déséquilibre, c'est simple à voir. D'accord? Qu'on fait de l'order flow. Eh ben, si je vois mon déséquilibre, bim, je rentre. D'accord? Par rapport à ces volumes profile. Et c'est pareil, mes TP, là vous voyez, j'ai remonté un peu mon TP, et je vais utiliser, effectivement, j'ai un 4 cycle réversal, mais je vais pas du tout shorter ou acheter parce que j'ai vu un POC dans la mèche, ou je sais pas, une agression acheteuse, une imbalance acheteuse, vendeuse, ou ce que vous voulez. En fait, il va simplement, comment dire, c'est un peu mon backup. Ok, si j'avais laissé ici tout, tu vois, par exemple, par rapport à cet écran-là, si j'avais laissé tout l'historique, on se serait retrouvé avec tout le volume ici, là. Tout ça, le volume, ça aurait été la concentration de tout ça. Sauf que là, moi, pour me démerder à trouver une augmentation de volume et un déséquilibre dans cette zone-là, eh ben, c'est compliqué pour moi parce qu'on est noyé par tous ces trucs-là. Donc, je vais être obligé de le resetter. Mais quand je le reset, je perds toutes mes données sur le DOM. Et là, mon backup est là. D'accord? Quand je vais voir mon truc comme ça, là, ah, je vais pas vous le donner en mille. Hein. Pourquoi j'ai mis mon TP là? On les voit bien à l'époque, là. On voit bien qu'ici, mon marché, il est arrivé à... Boum, il est reparti. OK? En gros, là, c'est quoi? C'est votre marché, il est en structure baissière, d'accord? Il a pullbacké, je rentre et je me dis, allez, ICT, comme ça, ils seront contents. Je vais chercher la liquidité interne, tu vois, parce que je suis pas sans... j'ai pas de boule de cristal, je sais pas si mon marché va descendre. Mais en tout cas, j'assure au moins un TP. Je vais faire mon TP1. Là, je suis avec 2 mini, je pense. On voit même pas, mais ouais, je suis avec 2 mini. J'ai assuré mon TP1 et après, vous allez voir, je vais protéger. S'il vient juste ici et qu'il me sort, eh ben, c'est pas grave, j'ai déjà encaissé du pognon. Et puis s'il part, eh ben, j'ai mon stop suiveur. Ok? Voilà, TP1, hop, B1. Là déjà, vous avez vu, là, ça n'a pas duré des plombes. Hein. Au moment que je suis rentré, TP1, c'est entre guillemets, c'est juste le moment où, si vous avez des problèmes d'émotion, il y a juste ce moment-là où vous allez peut-être avoir la main qui tremble parce que vous avez cliqué. Mais en sachant que derrière, vous n'avez pas vu juste un déséquilibre en plein milieu d'un marché nulle part, c'est que derrière, vous avez travaillé tout ce qu'on vient de voir, et que derrière, vous avez plein de confluences. Et statistiquement, votre trade doit passer. Et en plus, ok, votre trade va passer, mais on va pas mettre un TP1 non plus à 5701, le marché où il a jamais été. Hein, on peut très bien se retrouver ici, parce que là, c'est la VVAL. Là. Ok, là, c'est le bas du marché. Je ne vais pas mettre un TP1 là, je ne suis pas non plus suicidaire. Moi, ce que je vais faire, c'est ok, je vois qu'ici, potentiellement, ça pourrait bloquer. Je vais mettre mon TP et je vais me protéger. Comme ça, si il me fait TP et qu'il revient vers moi, c'est pas grave, j'ai encaissé du pognon pris, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5 ticks. J'ai pris 5 ticks. Si le marché revient vers moi là et qu'il me sort, mon PNL, j'ai pris un peu d'argent. Ok, mon BE, là je le mets toujours à BE1 histoire de payer les frais. Mais s'il revient ici dans cette zone là, qui était ma zone de vente tout à l'heure, s'il revient ici et qu'il me refait une belle petite olive et machin, tout ça là, je le reprends. Et je remets mon TP1, je le remets au même endroit. Et je remettrai mon BE au même endroit. Et peut-être qu'à ce moment-là, il va descendre. Et puis vous allez juste avoir votre marché qui aura fait ça. Mais là, au moins, vous aurez pris de l'argent, vous aurez encaissé, protégé. Si vous redonne la main, vous encaissez, protégé. Et en plus, si vous encaissez, vous protégez, et qu'en fait compte, on n'est plus dans ce scénario-là, où on pense que ça fasse ça, et que ça fait plutôt hop, hop, ok, la lance avec la tasse, et ben au moins vous avez fait TP, vous avez pris du pognon et votre marché il part. Et vous êtes plus dedans, quoi. Et là, vous vous retrouvez derrière, vous n'avez pas besoin de faire du DCA. Parce qu'en fait, vous avez vu votre zone, vous avez travaillé votre zone, vous avez vu où vous pouvez rentrer dans la zone, vous avez vu dans votre zone augmentation de volume déséquilibre, vous rentrez, vous voyez le prochain poids qui vous bloque, avec toutes les confluences que vous avez derrière, techniquement, ça doit aller, on va dire au TP1, hein, bien évidemment, ça ne marche pas tous les coups, hein, sinon je mettrais 10 mini, mais vous allez chercher votre TP et vous protégez. Et au moins comme ça, merde. Et au moins comme ça, vous n'allez pas besoin de DCA et des machins.
Et si vous avez tort, eh ben votre stop, il est assez court, hein. Et voilà, vous voyez, il y a mes olives, trou de volume, on me recrée une olive, on casse mon olive par le bas. Bon voilà, hein, vous savez où j'ai placé mon stop, hein. Ok, là pareil. Ah ouais, c'est le même trade. Vous avez vu? Je suis rentré ici. Ouais, c'est le même trade, hein. Ouais, c'est le même trade. Je suis rentré ici quelque part là tout à l'heure. Je fais mon TP1, tatati tatata. Et là, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? D'accord, on n'a pas lâché, on est toujours la même journée, toujours le même truc. Là, il repart. Vous avez vu? Il est revenu pile poil dans ma zone. Alors ça va vite, hein. Vous avez vu le truc, ça a été vite là, hein. Ça a été vite. Mon TP, bah, il me semble qu'il est presque au même endroit que tout à l'heure, non? Il était peut-être plus haut tout à l'heure. Mais là, il a réactualisé avec ce qui s'est passé là. Hop, TP1, BE. Voilà, là, il me sort. Ok. Et là, vous voyez, hein, mes histoires d'olives, là, on rigole depuis tout à l'heure avec ça, mais vous voyez, hein, on les voit bien, hein. Et ceux qui ont peur, attendez, je vais faire un coup de stop. Parce que j'entends beaucoup qui me disent ça. Ouais, mais le carnet, c'est difficile, tatati, tatata. Je peux comprendre, il n'y a aucun problème. Mais quand vous arrivez à bien régler vos trucs, que vous arrivez à mettre votre carnet en fonction de ce que vous tradez et ce que vous recherchez surtout. Ça sert à rien de prendre le carnet de votre voisin parce que il arrive à trader au carnet. Quand vous, votre job, c'est d'aller chercher des zones. Ok, on a vu les graphes tout à l'heure. Bref, on arrive dans notre zone. On sait que l'étape d'après, c'est d'aller chercher une augmentation de volume et après aller chercher un déséquilibre. Ben, en fait, il n'y a rien de plus simple que regarder quelque chose de vertical, parce que regardez là, le 19,5, c'est ici. C'est-à-dire que là, mon DOM, là, il est en train de regarder ce qui s'est passé là. Est-ce qu'en regardant juste le footprint sans regarder ça, et ben aller chercher les pics de volume là-dedans, les zones où il y a le plus de volume, eh ben c'est compliqué quoi. Se dire ouais, il y en a une là, il y en a une là, bah là aussi, bah là aussi. Vous voyez, c'est compliqué de faire ça. Alors que là, lui, il vous fait juste une lecture verticale des volumes qui se passent dans votre footprint à ce moment-là. Et c'est beaucoup plus lisible de regarder ça comme ça que d'essayer de regarder un truc en diagonale et se faire mal quoi. Donc là, on est reparti dans la même zone. Vous avez vu, hein, elle est là, hein. Hop, TPA. Là, il veut pas prendre mon BE parce qu'il est remonté. BE. Je suis ressorti. Ok. Bon, bah là, ça fait 3 fois qu'on attaque la même zone. Ça fait 3 fois qu'on gagne de l'argent. Et par contre, il n'a pas envie de partir dans le bon sens. Là, on est un peu plus loin. Je sais plus que. Oh, bref, je sais plus les journées. Et là, c'est pareil, vous voyez, hein, on a des niveaux. Voilà, on a des niveaux là, on a des niveaux là, j'ai des niveaux dynamiques. Et là, nous, notre but, bah, on attend qu'il est dans notre zone. Donc si j'ai mis la vidéo, c'est que certainement on est dans notre zone. Et on va aller chercher bah, notre. Ah bah je suis déjà rentré en fait. Je suis rentré à la vente. Voilà, boum, TP. Ah oui, je me souviens de celui-là.